Certains pensent que le burn-out ne touche que les personnes qu'ils qualifient de faibles, entre guillemets. Selon eux, ce sont juste des personnes incapables de travailler dans un environnement dynamique et de gérer la pression, et que finalement le burn-out est 100% lié à la personnalité et non à l'environnement de travail. En tant que médecin et spécialiste du sujet, est-ce que vous partagez cette opinion ? Alors évidemment, je ne la partage pas du tout, parce que ce que je ressens, c'est que les gens, quand on les arrête, finalement, quand on leur fait un arrêt de travail, mais ils vont beaucoup mieux. C'est-à-dire que quand on sort de cet environnement du travail, ils vont beaucoup mieux. Alors qu'on pourrait dire, s'ils sont dépressifs, ils sont dépressifs au travail, mais aussi à la maison, etc. Donc moi, j'ai toujours été frappé parce que l'arrêt de travail, parfois, c'est magique. C'est-à-dire que vraiment, les gens, ils retrouvent des choses. Alors, pas tout le monde, parce que ça abîme pas mal, mais enfin, en tout cas, déjà, une première chose. Ensuite, vous avez dit gens fragiles, c'est ça ? Faible. Faible. Mais ça peut être fragile aussi. Faible. Eh ben, moi, je pense que ce sont que les faibles ne font pas de burn-out. Le vrai faible, il ne va pas s'engager à fond et il ne fera pas de burn-out. Celui qui fait un burn-out, c'est celui qui s'engage, qui aime son travail, qui a des objectifs, qui veut être bien vu, donc apprécié, qui ne compte pas ses heures. Et donc, cette personne-là, elle a tout le contraire de faible. Elle est forte, elle se donne, elle va prendre moins de temps pour déjeuner, moins de temps pour voir ses amis, elle va se donner à fond dans son travail, parce que c'est important. Donc, ce n'est pas du tout une faiblesse, c'est une force. Et comme toutes les forces, il y a un épuisement, parce que même si c'est passionnant, indépendamment des problèmes, même si c'est passionnant, vous vous épuisez au travail. Oui. Donc finalement, on peut dire que les gens qui font des épuisements professionnels sont très engagés au travail. Sont totalement engagés au travail. Et totalement engagés au travail, et très professionnels. Voilà, ils sont passionnés, c'est très important pour eux. Ils veulent réussir, ils veulent donner satisfaction. Le travail les intéresse et donc ils se donnent à fond. Est-ce que vous avez pu observer une augmentation des épuisements professionnels sur le terrain? Et si oui, quels sont les métiers, les secteurs les plus touchés? Alors, incontestablement, on a vu une augmentation énorme de l'épuisement professionnel. Ça n'existait pas. En tout cas, on ne le voyait pas. Les gens travaillaient, ils se plaignaient, mais ils n'étaient pas épuisés parce que les rythmes n'étaient pas les mêmes. Il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas le privé et le pro étaient séparés. Alors que maintenant, tout est mélangé. Voilà, on travaille en même temps qu'on est en loisir, etc. Donc, il y a eu un mélange. Donc, effectivement, il y a eu une augmentation très, très importante, progressive, mais qui est je crois que le seuil est encore en train de baisser. C'est-à-dire que l'épuisement, il arrive encore avant. À un moment, les gens avaient plus de résilience, je pense, ils tenaient plus. Et maintenant, je pense que ça s'aggrave à la fois en intensité et en fréquence. Alors là, je crois qu'il n'y a pas de métier... tout le monde peut être touché. Tout le monde peut être touché, d'accord. Je pense que ça, tout le monde, n'importe quelle profession. Oui. Plus il y a d'humains, plus vous allez donner, plus vous allez donner à votre personne, plus il y avoir des exigences et plus il y a de risques. Alors, les professions santé. Parce que la santé, on s'occupe des autres, on ne s'occupe pas de sa santé. Donc les professions de santé sont très très exposées. D'accord. Et tout ce qui est service, et tout ce qui est très très beau, le luxe. D'accord. Le luxe, vous ne pouvez pas vous permettre, le luxe est très exigeant, et donc l'audit, tous les audits, l'audit, enfin tous les métiers, avocats, je ne pense pas qu'il y ait un métier qui protège, je ne sais pas. Par rapport à ce que vous rapportent vos patients, quels seraient selon vous les leviers que l'on pourrait mettre en place en entreprise pour éviter les épuisements professionnels? Les leviers sont nombreux. En tout cas, la souffrance des patients, c'est lié... Parce qu'en fait, l'humain, c'est très important dans l'entreprise. Oui. On parle que de chiffres, de production, d'objectifs, mais jamais d'objectifs humains. Et en fait, on oublie complètement l'humain. Et je crois qu'à partir du moment où l'humain n'est plus rien, plus qu'une machine ou un rouage, eh bien, il perd le sens et il va s'épuiser. Alors en fait, il faut être très attentif à est-ce que la personne elle est adaptée à la situation. Voilà. Est-ce qu'elle est écoutée? Est-ce qu'on lui donne la possibilité de déléguer des choses, mais surtout d'être écouté. Je pense les gens ne sont pas écoutés. Oui. Ils sont en souffrance,
ils ont trop de travail, il y a trop de choses, on les écoute pas, ça va s'arranger demain. Non, pas du tout. Il faut être très attentif parce que l'humain, c'est vraiment le cœur de l'entreprise, c'est l'homme. Et c'est pas l'objet, c'est pas le produit. Mais ça, voilà, c'est pas une notion qu'on a bien compris, mais en fait, toute la qualité d'une entreprise, c'est les hommes qui le font. Donc si on ne respecte pas, si on n'est pas à l'écoute comme un produit, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc les changements d'orientation, les changements brutaux d'objectifs, etc., sont déstabilisants pour les gens. Et puis, alors parfois il y a des promotions, alors il y a des promotions, c'est formidable, mais en fait, on rajoute l'ancien travail, on fait une promotion plus l'ancien travail, et en fait, on ne tient pas compte des capacités des gens, peut-être qu'ils sont très bien dans un poste, mais pas forcément adaptés à un deuxième. Ça va être trop compliqué, ça va donner trop de pression, et on ne va pas les écouter. Donc vraiment, il faut écouter ce qu'ils ressentent. Et ça, je crois que c'est vraiment le problème de l'entreprise. Elle ne sait pas écouter, elle ne sait pas relever les talents, elle ne sait pas limiter les talents. C'est-à-dire que quelqu'un peut être très bien à un poste, mais c'est pas parce qu'il est très bien qu'on va le mettre ailleurs, un peu plus haut, et là, il risque de ne pas être à l'aise. Donc vraiment, il faut faire très attention à cette richesse, ces talents, parce qu'il y a plein de talents, il y a plein de gens qui sont motivés, qui ont envie de faire des choses, mais on ne les respecte pas, on ne les écoute pas, et il y a un problème de dialogue. Totalement aligné avec ce que vous dites. L'information vous apprend à être performant, efficace, etc. Mais vous ne faites pas attention à vous-même. On ne vous apprend pas à vous protéger. En plus, le monde de l'université, si on fait un bon travail, c'est parfait. Dans le monde de l'entreprise, c'est pas parce qu'on fait un bon travail que c'est parfait, parce qu'on est dans la jungle. Il y a les pouvoirs, il y a les égos, il y a voilà, et c'est peut être contradictoire. Et donc, il y a des gens qui sont des parfaits, qui font des études parfaites, ce qu'on appelle de bons petits soldats, et dans la jungle du pouvoir, eh bien, ils sont déstabilisés. Parce qu'ils font un bon travail, mais en fait, on va dire, ah ben ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce qu'en fait, ça dessert un tel qui... il y a des problèmes de pouvoir à l'intérieur. Ouais. C'est la jungle. Le monde de l'entreprise, c'est la jungle. Ça. Et les gens sont élevés, parce que c'est une espèce d'élevage de facultés, etc. Dans quelque chose si tu fais un bon travail, c'est bon. Donc si tu fais dans des bonnes notes, mais les bonnes notes dans la jungle, ça ne va pas. C'est le combat. Donc il y a ça, apprendre à se protéger, mais aussi apprendre à dire non. Les gens ne savent pas dire non. Ça, c'est sûr. Parce que si on dit non, on va décevoir. Et si on décevoir, on va être moins aimé. Si on est moins aimé, ben voilà. Et en fait, donc du coup, les gens prennent des choses qui sont en contradiction avec ce que, au fond, eux, ils ont besoin. Vous suivez aussi beaucoup de dirigeants. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les dirigeants se sentent mieux? On demande, enfin pour tout le monde, hein, même les dirigeants, on leur demande beaucoup, mais on ne leur demande pas de prendre du temps pour respirer, pour faire d'autres choses. Enfin, on a tout investi dans le travail. Et donc souvent les dirigeants sont des gens qui ne dorment pas, qui travaillent tout le temps, ils n'ont pas de vie de famille, etc. Ouais. Donc effectivement, ça marche parce qu'ils ont investi 100% dans leur travail. Bon, alors peut-être parce qu'ils sont dirigeants, ils peuvent se permettre voilà, toutes les tâches sont déléguées. Mais en fait, il n'y a pas de ressources. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, ils s'écroulent. Parce qu'ils n'ont pas des ressources. On a besoin d'un équilibre pro-perso, on a besoin de faire des choses physiques, faire du sport, etc. Donc si on est déséquilibré dans son alimentation, dans son sport, dans son côté affectif, ce côté social, eh bien, on ne tient pas. D'autant que même les dirigeants sont soumis au CAC 40, à la pression des fonds de pension, etc., ce qui fait qu'ils ne sont pas libres. Mais là, on ne parle jamais de l'équilibre, enfin, au travail, mais on ne s'occupe pas du côté sport, ça devrait faire partie du travail, relaxation. Il faudrait faire des études. Alors, d'abord, il faudrait mettre en place de la relaxation. Ça serait très bien, méditation, relaxation, groupe de parole pour pouvoir parler des problèmes, de façon à ce que ça circule, l'information circule. Parce qu'on fait des espèces de trucs, des séminaires, mais là c'est toujours la productivité, ou la cohésion. Donc écoutez au fond ce que les gens vont dire. C'est sûr que
les dirigeants, ils vous répondraient, en fait, on travaille pour le boulot, on travaille tout le temps parce qu'on n'a pas le choix. Mais finalement, personne ne leur apprend que faire du sport, avoir une bonne relation sociale, une bonne alimentation, se reposer, c'est ça aussi, être productif. Et ça, c'est... Le repos n'existe pas. Enfin, on va dire, c'est ouais. pas quelque chose. Alors d'ailleurs, quand les gens sont en arrêt, le burn-out, c'est quelque chose d'abord, on n'en parle pas. Et les gens disent, tu t'es bien reposé, voilà, tu as pris des vacances, tu t'es reposé, donc ça va, tout va bien, tu peux repartir comme avant. Non, parce que si on fait un burn-out, on ne repart pas. Si on repart comme avant, on refait un burn-out. On voit des récidives. On voit des récidives. Ah ouais. Ben oui, parce que les gens n'ont pas compris, n'ont pas pris le temps nécessaire pour changer quelque chose. Le burn-out, c'est une chance. C'est une chance. On sort d'un truc qui ne convient pas, on prend du temps pour réfléchir, pour faire un travail de psy, etc. Et on repart sur autre chose. Si on repart sur la même chose, mais si on repart sur autre chose, ça peut être vraiment une chance. Donc il y a des gens qui en sortent grandis. Qui font comprendre cette chance, finalement. Voilà, mais bon, ça passe, c'est pas évident tout de suite. Ouais. C'est une vraie démarche, ça prend du temps. C'est pour ça que le burn-out prend du temps. Les patients que vous suivez, en combien de temps en moyenne ils ont conscience que ce burn-out peut être une chance et qu'il faut changer les choses Ça dépend de l'accompagnement en question. Il faut qu'ils sortent du schéma. Il faut d'abord détruire, il faut d'abord déconstruire. Donc il y a d'abord une phase de fatigue énorme. Donc les gens ne se reposer, ils ne peuvent rien faire. Et surtout, ce n'est pas le moment de faire de la psychothérapie, etc. C'est trop tôt pour moi. Ils ont besoin d'abord de se reposer, etc., de retrouver les choses. Ensuite, il faut déconstruire ce mode de fonctionnement. Et ça, c'est compliqué de déconstruire le mode de fonctionnement, dire je ne vais plus continuer comme ça, et après il faut reconstruire quelque chose de nouveau. Il y a des phases. Il y a pas mal de phases, c'est très individuel, mais il y a des phases. Donc et il faut faire toutes les phases. Ça peut phase être de des deuil, mois, etc. Ça peut être des mois. Ça peut être court, ça peut être très court, c'est très vite, vous dites bon ça va pas, ça peut être très court. Plus on est jeune, plus c'est court. D'accord. Bien sûr, moi c'est enquisté. Parce que le burn-out, il n'y a pas de question d'âge. C'est pas parce que il y a des burn-out très très jeunes, de 25 ans à 28 ans. Donc c'est pas une question d'âge, c'est une question de saturation, d'épuisement. Mais l'âge, par contre, on s'en sort mieux si on fait un burn-out à 25 ans. Après, j'en ai pas parlé là, mais il y a quand même effectivement des gens qui sont dépressifs. Donc il y a quand même 20% des burn-out qui sont des dépressions, et ça se traite un peu différemment. 20% des burn-out sont des dépressions, d'accord. Oui, je pense. Ça relève de la chimie, etc., ou de la stimulation, des traitements autres, mais il y a quand même 20% de gens qui sont quand même déprimés de départ, si on interroge un peu. Donc il y a eu déjà une enfance, et puis les traumatismes, bien sûr. Okay. Beaucoup les traumatismes. Alors pour moi, ce n'est pas une dépression. Et donc, pour pas mal de gens, c'est une dépression. J'ai bien dit que dans 20% des cas, ça pouvait être une dépression. Oui. Mais dans 80%, la majorité, ce n'est pas des dépressions. Et souvent, on traite les patients comme des déprimés. C'est-à-dire qu'ils vont voir le psychiatre. C'est-à-dire, si je veux voir le psychiatre, c'est que j'ai un problème psychiatrique. Donc, je suis assez contre, je ne suis pas psychiatre, je suis assez contre cette idée que finalement, dès qu'on est en burn-out, on va voir le psychiatre. Mais le médecin du travail, souvent, l'entreprise demande un avis psychiatrique. Ça veut dire, non, vous avez un problème. Non, c'est pas parce que vous êtes en problème lié au travail que vous avez des problèmes psychiatriques. Donc, les psychiatres, non. Les antidépresseurs, non, parce que ce n'est pas une dépression. Dans 80%, ce n'est pas une dépression. Même s'il peut y avoir des moments effectivement tristes, etc. Parce que c'est dur de sortir d'une entreprise auquel on s'est donné à fond. C'est très triste. Les gens sont tristes, mais ce n'est pas une vraie dépression. Donc, trouver d'autres techniques que les antidépresseurs. Et très souvent, on oblige les gens à être sous antidépresseurs parce que burn-out égale dépression égale Et donc, ils sont complètement... ils ont des médicaments qui les épuisent. Et ce n'est pas les médicaments qui vous permettent de régler les problèmes. Il faut être au contraire... avoir toutes les idées possibles dans la tête pour pouvoir rebondir. Oui. Et c'est pas... Si on vous dit que vous êtes déprimé, d'abord, déjà, ça vous déprime. En plus, vous en voulez beaucoup à l'entreprise, parce que si c'est vous qui êtes déprimé, vous avez le sentiment que c'est l'entreprise, mais les gens, ils vous voient comme déprimé. Et donc, c'est pas bon pour son image.
Déjà que l'image, elle a été abîmée dans le burn-out, parce que dans le burn-out, il y a une perte de confiance, puisque finalement, ça n'a pas marché, on n'a pas réussi à faire. On n'a pas réussi à faire ce qu'on nous demandait de faire. Parce que c'est épuisant, et puis parce que les objectifs sont inatteignables. Alors je n'ai pas parlé là, mais c'est des multitudes de mails par exemple. Les gens sont envahis de mails auxquels ils sont en copie, qu'il faut qu'ils regardent, etc. Donc ça prend du temps sur le week-end, sur le soir. Combien de personnes travaillent le soir pour lire tous les mails, etc. Ah oui. En vacances aussi. En vacances aussi. Ben oui, parce qu'on est tout le temps connecté. Oui. Voilà, vous êtes connecté tout le temps maintenant, en voiture, chez vous, etc., le soir. Voilà. Il n'y a plus cette coupure. C'est très difficile de faire de coupure. Il y a trop d'objectifs, on met des pressions. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des. Alors souvent, il y a des projets qui sont. Tout le monde se donne sur un projet qui est finalement abandonné à des moments. Finalement, il ne nous intéresse pas ce projet. Donc les gens ils se sont débattus pour un projet, ils se sont donnés à fond, puis finalement, on leur retenu. Non, finalement, le projet est abandonné. Et pour eux, c'est quelque chose de terrible. Quand vous vous investissez, quand vous avez donné beaucoup, et qu'on vous dit finalement. Ou alors, un tel va prendre la suite. Toi, tu n'as plus le projet, c'est un tel qui prend le projet. Ça, là aussi, c'est des frustrations très importantes. C'est-à-dire qu'on s'investit et on n'est pas récompensé. On est même sans être critiqué. Oui, le travail doit être quelque chose, parce que c'est passionnant le travail. C'est quand même, sans travail, c'est ennuyeux. Le travail, c'est passionnant, mais il faut vraiment il faut le chérir, il faut que les entreprises se rendent compte de la richesse que peut apporter le travail, des contacts, etc. Et il faut nourrir les gens, il faut les nourrir. C'est une mécanique de profit. Et le profit pour le profit ne tient pas compte de ces gens. Il faut juste augmenter les chiffres pour pouvoir satisfaire les investisseurs qui ont misé. C'est un système pervers. Oui. On ne travaille plus pour le plaisir du travail, on travaille pour gagner de l'argent. Et c'est sans fin. Parce que c'est sans fin, ça c'est un système qui peut que ne s'écrouler. Parce que si vous travaillez que pour l'argent... Après, mon petit espoir, c'est que derrière, il y a quand même des humains. Donc, mon petit espoir, c'est qu'un jour, ils se rendent compte et ça change. Mais comme c'est... Si je te donne de l'argent, mais il faut que tu produis des richesses, c'est sans fin. C'est pas gagné de fonctionner autrement. Non, mais là, on va à la perte parce que le nombre de burn-out il explose. Les gens ils sont découragés, ils perdent le plaisir du travail, ils n'aiment plus leur travail, etc. Alors qu'ils se sont investis là-dedans. Non, moi je pense que là, on va vers une catastrophe. La mondialisation, tout ça, c'est une catastrophe. C'est compliqué le bien-être. Parce que le bien-être passe par le travail aussi. Bien sûr. Deuxième condition au bonheur. Voilà, donc le travail, avoir un travail qui vous plaît, un bon environnement. Et en fait, je pense que dans le travail, les gens, ils sont dans le poste de travail, ils recherchent un poste de travail. Mais en fait, c'est l'environnement qui est le plus important. Exactement. Si vous avez un bon environnement, vous allez vous épanouir. Si vous avez un mauvais environnement. Oui. Parce que tous les gens qui font le burn-out, pour moi, c'est des gens de qualité. C'est pour ça que j'aime bien ce travail. Parce que je trouve que c'est des gens qui ont des vraies qualités. Mais des très belles qualités dans de mauvaises mains, ça va pas. Et donc, oui, il faut revoir complètement le travail, mais c'est de la folie. C'est vraiment de la folie. Hein. On est en train je sais pas, de tout casser. Aujourd'hui, c'était une fille qui serait dans la pâtisserie. Elle n'aimait plus son métier parce que c'était plus le plaisir de faire des gâteaux, il faut faire de la rentabilité des gâteaux, machin. Voilà. On a du boulot. Alors, je parlais par exemple des soignants qui sont épuisés, parce qu'au fond, ils ne sont pas respectés. Les médecins ne sont pas respectés par la charge de travail, par les rémunérations qui sont ridicules. 25 € c'est ridicule.
Donc eux-mêmes sont un peu épuisés. Et donc quand un patient vient lui montrer que c'est difficile pour lui, alors que lui, il est déjà épuisé, mais il travaille quand même, parfois il n'est pas compris. Il y a parfois une incompréhension entre le soignant et le soigné. Parce qu'ils sont tous les deux dans la même problématique de difficulté. Et donc, il y a un vrai problème. Quand vous-même vous êtes épuisé, vous avez du mal à comprendre l'épuisement de l'autre, que vous trouvez souvent un petit peu inférieur, etc. Et vous tenez et l'autre va craquer. Et donc, il y a parfois là un problème de compréhension entre gens en difficulté. Donc c'est là qu'on voit que la santé mentale en France est catastrophique. C'est quand finalement le médecin qui nous reçoit est tout aussi mal que nous. Bien sûr, parce qu'il subit lui-même des pressions. Lui-même, c'est difficile son travail, mais bon, comme il s'est engagé en tant que soignant, il tient. La résilience, c'est important. Puis en tant que soignant, on ne va pas craquer, puisqu'on soigne. Donc on a l'obligation de ne pas craquer. C'est ridicule, un médecin qui... Voilà. Donc, mais cet épuisement va se ressentir dans la qualité de la relation. C'est dommage. Si moi je prends du temps, je suis obligé, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Alors, les prestations, je ne peux pas les faire à 25 €, c'est ridicule. Soigner les gens pour 25 €, c'est ridicule. Vous avez bien besoin de temps, mais pour ça, parce que si vous avez peu de temps, vous allez faire des examens, vous allez faire des bilans, mais au fond, vous n'allez pas écouter. Vous n'allez pas comprendre quelle est la vraie souffrance. Ouais. Là, vous parlez pour tous les médecins en général, généralistes, spécialistes. Les psychiatres, par exemple, ils vous disent c'est pas de la dépression, ou alors ils vous mettent sous antidépresseurs, mais les psychologues écoutent. Je trouve que actuellement, la meilleure prise en charge, c'est les psychologues. Les psychologues, les psychomotriciens. Psychomotriciens, parce qu'ils jouent sur le corps. Donc ça, c'est très bien. Les psychologues. Après, le coaching, oui, mais alors attention, oui. Au dernier moment. Pas trop tôt. Parce que de nouveau, vous remettez des objectifs de performance. Et quand même, les coachs, ils ont envie aussi... il y a quand même de la pression aussi. Vous me disiez, les entreprises... Alors, souvent, elles présentent bien. D'abord, quand les gens vont postuler, on leur propose, on leur montre quelque chose d'assez formidable. Il y a des fleurs, il y a un décorum, on va être sympathique. On va dire que là, on va travailler de façon humaine. Mais c'est uniquement de la pub. C'est de la communication, c'est Instagram. Donc on fait des belles choses, mais au fond, derrière, rien n'a changé. Oui. Donc il y a des séminaires, il y a des discussions là-dessus. Enfin voilà, c'est sûr qu'il y a sur le papier, ils ont tout fait pour. Mais dans le pratique, en pratique, ça ne se fait pas. Donc on est juste dans le décorum. Ouais. Donc finalement, il faut changer sa manière de travailler. Il ne faut pas uniquement montrer qu'on est capable de faire, mais il faut le faire. Oui, bien sûr. Et parfois, la déception et la souffrance vient que les gens pensent être dans une entreprise qui a du sens. Beaucoup de gens sont dans le sens parce que c'est écologique, etc. Mais derrière l'écologie apparente, il y a des problèmes de rentabilité, de commerce, etc. Et là, il y a les valeurs il y a un conflit de valeurs qui sont partis pour faire quelque chose qui a du sens. Et l'entreprise, même si elle vend du sens, elle le vend en faisant du commerce et du business. Et là, il y a un conflit de valeurs et les gens, ils ne supportent pas. Parce que les entreprises dites écologiques, etc., respectueuses, c'est souvent une devanture, c'est pour avoir des fonds. Donc, parce qu'on investit là-dedans, mais c'est d'ailleurs pour ça que... On recherche de l'authenticité. Voilà. Et puis, on n'a pas parlé du harcèlement aussi. Alors, les femmes subissent beaucoup d'entreprises. Et ils font plus. Alors, je vois une majorité de femmes en burn-out. Beaucoup plus que d'hommes. Parce que ce qu'elles subissent à la fois l'entreprise, sont une femme, donc elles doivent faire un peu plus. C'est normal. Pour être l'équivalent de l'homme, il faut qu'elles surpassent, donc elles vont surinvestir, parce qu'on les attend au tournant. Donc on va leur demander un peu plus, et puis on peut les critiquer. Et en plus, à la maison, ils ont aussi leur casquette féminine, parce que c'est important, c'est multitâche, donc les femmes ont double travail. Alors moi, c'est marrant, mais
pour l'avoir vécu, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'hommes qui faisaient des épuisements professionnels, mais parce qu'ils avaient encore plus honte que les femmes, n'allaient pas voir des psychologues. Ah, bien sûr, mais ils ne consultent pas. Et donc, on parle beaucoup des femmes, mais les hommes ont cette pression de la virilité en entreprise qui est telle que, en fait, ils ne remontent pas dans les statistiques. Non, mais ils ne consultent pas. Ils ne consultent pas, ils ne s'arrêtent pas. Et ça, c'est un véritable problème. C'est qu'aujourd'hui, on pense que les femmes font plus de burn-out, mais en réalité, les hommes en font énormément aussi. Alors oui, moi j'en vois moins. C'est-à-dire que je vois 80% de femmes. Ah oui, mais est-ce que c'est pas parce que... Voilà. Après, il y a effectivement, soit ils font des vraies dépressions très très importantes, et puis il y a le problème des toxiques, alcool, drogue, qui font que les gens tiennent aussi beaucoup avec tous ces substituts. Mais les femmes ont quand même la double casquette quand même. Enfin, bien sûr. Voilà. Ça, donc, ça, c'est sûr. Et puis il y a un vrai problème quand même avec les femmes au travail, je pense. Ça reste quand même quelque chose de difficile. Le harcèlement est quand même important. Surtout quand vous montez. Surtout quand vous montez dans la hiérarchie, etc. Donc on vous demande beaucoup. Oui, mais c'est vrai que je vois très très peu d'hommes. Très peu.